Salut. Bienvenue dans Beau Masque Passion Comics. Ouais, c'est nul comme nom. C'est ça qui est bon. C'est une émission à la cool avec un concept pas du tout original, je vais simplement te parler de mes dernières lectures. Ouais. Mais je vais pas parler que de la VF, je vais aussi parler de la VO, et si possible sans spoiler. Et aussi d'adaptation de comics, donc films, séries télé, jeux vidéo. Bon, je mate pas tout en série, mais on pourra en parler ici. Je dirais même plus que si j'ai la flemme, si j'ai pas le temps, si ça mérite pas une vidéo solo, bah on en parlera ici. Bon, et de temps en temps on parlera d'un ou deux trucs pas comics, parce que bon, les comics, c'est pas la vie. Ni une fête d'ailleurs. Désolé Fabrice, mais là, je suis Team McTweep, je sais pas ce que tu prends en de lire des comics, mais c'est de la bonne. Bisous vous deux. Bref, on est parti. Beau Masque, Passion Comics. Dark Knight, une histoire vraie de Paul Dini et Eduardo Risso. Urban Comics, 14€. Clairement une des meilleures histoires Batman que vous lirez cette année avec The Last Crusade, un super préquel à The Dark Knight Returns, sorti au début d'année pour le même prix, sauf que la version Urban, c'était un peu une arnaque vu le nombre de pages qu'on avait. Moi ça va, je l'avais pris en VO pour 6-7€, par contre j'ai mal pour les lecteurs VF. Donc Dark Knight c'est un comics non pas avec Batman, mais sur Batman, vu que Paul Dini, un des grands monsieur qui a bossé sur la mythique série des années 90 Batman TAS, Paul Dini nous raconte l'agression dont il a été victime à l'époque et comment d'une certaine façon les personnages du Bat-Universe l'ont aidé un peu à gérer ce traumatisme. Et c'est beau putain. Ce comic c'est parfait, j'y ai vu aucun défaut, juste de la sincérité, et quand c'est écrit avec le cœur, bah y a rien à redire. Tu sens que Paul Dini a réfléchi à cette histoire pendant des années, que ça lui tenait à cœur de parler de cette agression et de cette période de sa vie. Il s'ouvre à nous, il nous montre à quel point c'est un geek hardcore, que tout n'était pas rose à la Warner à l'époque, et surtout plus surprenant, il nous montre à quel point il était pathétique. C'est vraiment une lecture touchante, une forme d'autocritique, une façon un peu aussi pour lui de faire le deuil de cet événement, ce qui m'a d'ailleurs un peu rappelé Airboy de James Robinson, qui avait une démarche assez similaire, un peu plus fantaisiste, un peu plus comique, mais qui était tout aussi excellent. C'est un comics qui peut pas te laisser indifférent, et même si t'es insensible à son agression, à qui il était, bah forcément tu vas chialer quand il va te parler des scénarios abandonnés pour Batman TAS, qui avait l'air juste énorme, l'histoire avec Sandman, mais putain. Pour les dessins d'Eduardo Risso, bah c'est juste génial, ça fait le job, c'est-à-dire que ça illustre parfaitement le récit de Paul Dini sans trop en faire, et il y a ce petit côté animé des années 90, une sorte de mix entre Bruce Timm et Tim Sale. Du coup, si t'as vu ou si t'as lu du Batman, bah t'as l'impression d'être à la maison quoi. Il y a énormément de choses à dire sur ce comics, à analyser, peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs dans un accès comics avec Airboy. En attendant, bah clairement, lisez Dark Knight, une histoire vraie, c'est le comics Batman de l'année. Que se passerait-il si la kryptonite n'était plus un danger pour Superman? C'est le sujet d'Adieu Kryptonite. Mais pourquoi tu l'as pas dans les mains? Adieu Kryptonite, c'est un comics old school, et old school, y a pas plus cool. Et c'est scénarisé par Denis O'Neill, le monsieur qui nous a quand même pondu avec Neil Adams, Green Arrow, Green Lantern. Un grand monsieur donc. Et faut vraiment être un gros con pour le confondre avec Neil Gaiman. Les Green Lantern, Green Arrow de Neil Gaiman, bref. Oh ça va, Denis O'Neill, Neil Adams, Neil Gaiman, s'ils s'appellent tous Neil aussi. Adieu Kryptonite part sur un postulat simple, suite à un accident, la kryptonite n'est plus une menace pour Superman qui devient dès lors quasi invulnérable. En supprimant sa plus grande faiblesse, O'Neill va à la fois confronter Superman à des menaces toujours plus dangereuses les unes que les autres, et lui montrer les limites de son pouvoir. Il va aussi nous démontrer une chose, c'est que l'homme d'acier a besoin d'être affaibli, auquel cas, un jour, il va devenir le pire ennemi de la Terre. Parce qu'à l'époque, Superman, il rigole pas niveau pouvoir, le mec c'est un dieu, il est ultra cheaté, il jongle avec des planètes, il prend des bains de rayons cosmiques, à Batman, il cherche pas la baston. En plus de tout ça, on assiste à quelques tentatives assez sympas, assez étranges, mais qui échoueront, de moderniser le personnage, je pense notamment à Clark Kent qui devient un présentateur télé. Bref, Adieu Kryptonite, c'est un comics très sympa, à condition que tu sois prêt à lire un comics un peu daté. Du très bon Superman avec du what the fuck toutes les 2 pages, moi j'achète. Bon, je l'ai pas là, mais j'achète. Ok, il a été republié en Icon chez Panini Comics, c'est génial, foncez l'acheter. Bon, là je vous montre la version 100% parce que l'Icon c'est un peu lourd et je l'ai pas chez moi. Mais j'ai la preuve que je l'ai acheté cette fois-ci. Ok de Fraction Era, c'est un petit bijou, c'est une de mes séries préférées, facilement dans mon top 5 je pense. Et je sais, à première vue ça a pas l'air très vendeur, en plus ok, c'est pas un personnage très apprécié. Mais sérieux, c'est de la bombe, foncez. Non seulement c'est bien écrit, mais en plus Ara, donc le dessinateur, te donne des fessées tellement ces planches sont intelligemment construites. À mon sens, Hawkeye a un peu révolutionné le genre des comics, un peu comme Alias dans son temps, c'est ce qui se fait de mieux sur les deux Hawkeye,
Et de toute façon, on en reparlera dans un accès comics, bon, d'ici 5 ou 6 ans, vu mon rythme, mais on en reparlera parce que c'est ok, c'est ok. Et on termine avec une lecture d'actualité avec Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven. Ça faisait des années que je réclamais une réédition sans cette horrible jaquette, et ça y est, Panini a écouté mes prières, a lu mes tweets, ils l'ont sorti, une version deluxe d'Old Man Logan, sans cette jaquette horrible, et avec une nouvelle couverture qui déchire. Ah, ça a été une surprise, hein. Panini l'avait pas du tout annoncé dans ses sorties, ce qui était assez étrange, vu que Logan sortait le mois de mai, tu t'attendais à ce qu'il y ait une réédition ou autre chose. Bah non, il l'avait pas annoncé, du coup, bah, j'ai littéralement halluciné quand je l'ai vu dans les cartons de mon comic shop, là, putain, mais c'est quoi ça? Je suis resté pétrifié pendant quelques secondes. En fait, ils venaient tout juste de les recevoir, eux-mêmes, ils avaient pas été mis au courant, mais de ce qu'ils m'ont expliqué, ce genre de réédition, généralement, ils l'annoncent pas. Ok, pourquoi pas, ça fait une bonne surprise. Bon, du coup, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai été l'un des premiers à le recevoir en France et à le tweeter directement. Et j'espère que vous l'avez tous pris, cette réédition, parce que elle est belle quand même. Bref, très belle édition et très bon comics, même si je vous avoue qu'en le relisant, j'y ai vu pas mal de défauts, mais ça on en reparlera dans l'accès comics qui lui sera consacré, que je tournerai le jour où j'aurai un décor adapté, parce que sinon, aucun intérêt. En tout cas, maintenant, je peux le dire et j'assume mes paroles, Logan est meilleur qu'Old Man Logan. Allez-y, 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 balancez les pouces rouges, allez-y, allez-y, allez-y. Passons à la VO maintenant en buvant du thé citron et on va commencer par Super Sons. Mais c'est quoi Super Sons? Super Sons, c'est une série Superman-Batman mais version junior vu qu'on suit Damian Wayne alias Robin et John Kent alias Superboy, bref les fils de Batman et Superman, les héritiers de Kal-El et Bruce Wayne. C'est écrit par Peter G. Tomasi et dessiné par Jorge Jiménez et du coup alors ça vaut quoi? Bah c'est foutrement génial. La grande force du comic, c'est bien sûr son duo, Damian et John, qui fonctionne à merveille. D'un côté, on a Damian, une machine à tuer, un petit con prétentieux qu'on adore détester parce que c'est le portrait craché de son père. De l'autre côté, on a John, un garçon droit et pur comme son père qui découvre encore ses pouvoirs et le métier de super-héros. Les deux ne se supportent pas, ils passent leur temps à se disputer, ils sont même plus ou moins rivaux, mais, et c'est ce qui rend leur relation assez intéressante, c'est qu'ils ont l'air d'avoir plus ou moins conscience que de toute façon, ils sont destinés à devoir travailler ensemble, donc ils sont forcés de faire des efforts. Parce que si un jour ils veulent devenir Batman et Superman, bah forcément le lien Batman-Superman doit être conservé. Donc il faut le travailler, il faut le construire. Sauf que bah ce sont des enfants et ils agissent un peu comme tels et ça risque de poser problème vu le cliffhanger qu'on a s'ils continuent à jouer aux justiciers. Super Son c'est frais, c'est énergique, c'est bon enfant et pas bon enfant dans le sens idiot, hein, c'est bon enfant. La série a un énorme potentiel et les dessins sont de toute beauté. Ah je te défie de dire que c'est moche, hein. Je te défie. C'est vraiment cool de suivre des versions juniors de Batman et Superman. En fait, il manque plus que Wonder Woman. Ou au pire, il y a Emiko, la sœur de Green Arrow, mais bon. Oh, quoique. On enchaîne avec Nailbater numéro 30, l'épisode final de la série Image Comics de Joshua Williamson et de, j'ai plus le nom, Mike Henderson, publié en France par Glénat Comics, je crois. C'est l'occasion de faire le bilan de la série, mais on va peut-être commencer par un petit résumé au cas où, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas Nailbeater. Bref, c'est parti, résumé. L'action se passe dans une petite ville de l'Oregon, Buckaroo, célèbre pour y avoir vu naître les 20 derniers plus grands tueurs en série des États-Unis. Forcément, ça ne peut pas être une coïncidence, et nous allons suivre plusieurs enquêteurs qui vont chercher à percer ce mystère. Pour cela, ils vont être aidés d'Edward Warren, alias le Nailbeater, le dernier tueur en série de la ville qui a pour signature de ronger les ongles de ses victimes, et qui a été jugé non coupable malgré toutes les preuves contre lui. Alors, que dire de cette série maintenant qu'elle est terminée? Bah c'est franchement pas mal. Si vous appréciez l'horreur et les récits policiers, vous devriez apprécier. Personnellement, moi j'ai retrouvé beaucoup des premières saisons d'Esprit criminel quand c'était encore bien. Et surtout, la série Hannibal. C'est sale et gore comme on peut l'espérer sur ce genre de série, mais sans trop en faire. Il y a des tueurs originaux, des twists sympas, et les personnages sont quand même bien écrits. Notamment les deux personnages principaux féminins. Ils sont bien badass, ils sont utiles à l'intrigue. Bref, c'est pas des meufs sans cervelle qui sont juste là pour être massacrées. Non, non, elles sont vraiment bien développées, bien écrites. Donc c'est un comic sympa, mais quand même pas sans défaut. Je me suis pas relu toute la série, mais je crois qu'elle a pas répondu à toutes ces intrigues déjà. Et comme je le craignais en lisant les premiers tomes, la résolution de l'énigme Buckaroo est assez décevante, assez prévisible. Mais bon, ça c'est assez typique des séries qui te balancent un gros mystère en début de série, alors qu'en fait les scénaristes ont aucune idée de comment ils vont finir la série. Bon ici, peut-être que Williamson avait déjà sa conclusion en avance, et si c'est le cas, il s'est pas foulé, hein, parce que c'est un truc que tu vois venir à des kilomètres, en espérant que ce soit pas le cas. Et déjà que la série frôlait le nanar vers la fin, là on est en plein dedans, et c'est dommage.
Alors je crache, mais le dernier épisode est quand même très efficace, et outre la résolution du mystère Buckaroo, il y a une révélation qui est très intéressante et qui permet vraiment de bien conclure la série. Bref, adieu Snake Eater, t'étais pas ouf, mais merci quand même. Et on termine avec un peu de Marvel, bah oui quand même, avec Nova, les premiers épisodes de la nouvelle série de Jeff Loveness et Ramon Perez. C'est une nouvelle série Nova qui voit le retour de Richard Rider, le premier Nova, le vrai Nova même, j'ai envie de dire. Mais il n'est pas tout seul vu qu'il est accompagné d'un autre Nova que les lecteurs récents connaissent bien, vu que c'est Sam Alexander qui est apparu durant l'ère Marvel No, je crois au début de Marvel No. Bref, la série va suivre leur duo. À l'heure où je tourne cette vidéo, la série comporte 4 épisodes et que dire à part que c'est une excellente surprise comme l'avait été Vision, Champions et Wolverine récemment. Quoique là, Wolverine, il y avait X-23, donc forcément j'allais aimer. Mais bon, oui, Wolverine. Bref, c'est une excellente surprise Marvel, et c'est rare en ce moment, donc profitez-en. La série prend son temps pour construire une relation mentor-élève assez solide entre Sam et Richard. Pareil, la résurrection de Richard Rider, bah, il nous montre qu'il y a quelque chose d'assez louche, quoi, qui va être intéressant à suivre, je pense. Il revient pas magiquement, il y aura des conséquences. Bref, Nova, bah, c'est une bonne surprise, c'est vraiment sympa, et mention spéciale au numéro 2 qui enchaîne les pics sur Marvel, notamment le côté éditorial. Voilà, c'est vraiment drôle. Bon, là, j'ai pas l'air hilar, mais c'est drôle. Côté série télé, à la base je voulais vous parler de la série Légion, on doit en être à la moitié de la saison actuellement, donc autant attendre qu'elle soit terminée, on en reparlera la prochaine fois, mais matez Légion. Du coup parlons de Powerless, c'est de la merde. Et on termine avec Agents of S.H.I.E.L.D. avec sa deuxième partie intitulée Agents of S.H.I.E.L.D. LMD. Parce qu'Agents of S.H.I.E.L.D., malgré des débuts assez désastreux, est une excellente série, et on a tendance à l'oublier à côté des séries comme Arrow, Flash, Legends of Tomorrow ou Walking Dead, alors qu'à mon sens, c'est l'une des meilleures séries, voire même la meilleure série hors câble. Contrairement aux séries CW, ils ont très vite compris que faire tenir une intrigue sur 20 épisodes, c'est chaud, et donc du coup, dès la saison 2, ils sont partis sur l'idée que la saison serait découpée en 2 thèmes bien précis. Ça permet de renouveler régulièrement la série. Par exemple, si on prend la saison 4, la saison 4A se concentrait sur Ghost Rider, les démons, ce qui collait assez bien avec la sortie de Doctor Strange, tandis que la saison 4B se concentre sur les LMD, donc part sur un délire robotique, informatique, intelligence artificielle. Et si tu connais un peu le Shield, tu sais que les LMD font partie de la mythologie du Shield, que c'est l'arme préférée de Nick Fury, bref, qu'il était temps qu'on en parle. D'ailleurs, petite anecdote durant la saison 1, quand la résurrection de Coulson était encore un mystère, la série avait placé quelques indices pour nous suggérer que Coulson serait peut-être un LMD, ce qui aurait été une idée diablement intéressante. Bref, cette saison s'intéresse donc au thème de l'intelligence artificielle via les LMD, des répliques quasi parfaites censées remplacer les agents du Shield dans des missions jugées trop dangereuses. Sauf que ceux-ci se sont secrètement retournés contre eux et remplacent petit à petit des agents par des androïdes. Un plot qui est pas sans rappeler Secret Invasion, si t'es une petite culture comics. Avec l'arrivée des LMD, je trouve vraiment qu'Agents of S.H.I.E.L.D. a retrouvé un nouveau souffle et est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire l'espionnage. Parce que quand n'importe qui peut être un LMD, y compris toi sans que tu t'en rendes compte, forcément, difficile de savoir à qui se fier. De plus, la série ne fait pas la même erreur qu'Age of Ultron, c'est-à-dire qu'elle développe bien son sujet, notamment via Ada, la première LMD, qui est une sorte d'Ultron, mais bien plus complexe, plus intéressante, plus mignonne aussi. Bref, en plus développé, ce qui est pas compliqué vu que la série a toute une saison pour développer son personnage, alors que le film n'avait que 2 heures. Alors, à voir comment la suite de la série traitera le sujet, pour l'instant je trouve ça nickel, et je trouve ça plutôt pas con qu'ils profitent de la série un peu pour essayer de rattraper l'erreur Ultron, autant qu'AOS serve à quelque chose dans le MCU. Et on termine en chanson avec La La Land, et pas le film qui est excellent, mais son vinyle. C'est la version collector, et là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi il a acheté ça? Il pouvait le télécharger. Oui peut-être, mais de 1, il était pas cher, à 20 €, et de 2, argument suprême, le vinyle est bleu. Oh my god! Voilà, c'est tout pour ce beau Mass Passion Comics numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'était pas trop long, et en attendant la prochaine édition qui arrivera un jour, peut-être dans un mois, je vous dis, en attendant la prochaine vidéo, la bise, à la prochaine, adios.